propose de passer à la présentation de notre chercheur suivant, qui concernera les soins de santé. Le sujet de ma présentation d'aujourd'hui est le financement des infrastructures hospitalières après la 6e réforme de l'État. Alors, M. Collin nous parlera après moi des soins de santé de manière plus globale. Donc moi j'ai choisi de prendre un cas spécifique parce qu'il permet de mettre en lumière certains des enjeux majeurs dans toute réforme, plus particulièrement dans les soins de santé. Voilà. Alors, ces grands enjeux que je vais tenter d'illustrer sont tout d'abord la question du champ des compétences qui sont transférées. Comme on l'entend souvent dans tout ce qui concerne les soins de santé, on fait face souvent à un éclatement de compétences avec des compétences au niveau fédéral ou au niveau des entités fédérées qui ne permettent pas de mener des politiques de manière simple. Il faut négocier, discuter de qui fait quoi. Le deuxième enjeu que j'aborderai est celui des transferts financiers qui accompagnent toute réforme et qui est le fruit de négociations politiques et qui peut avoir des conséquences très concrètes. Ce sont des discussions théoriques, mais au final, les conséquences sont réelles et les imprévus peuvent être importants. Dans un troisième temps, il y a la question du jour qui est l'évaluation de la réforme. C'est-à-dire, est-ce que le transfert financier d'abord permet aux entités de couvrir leurs besoins et est-ce que non seulement le transfert financier, mais comme je l'ai dit, la répartition des compétences permet aux entités de s'approprier ces nouvelles compétences et de mener des politiques désirées. Et finalement, la dernière question qui sera plutôt ouverte à la discussion, c'est est-ce que dans le long terme, la réforme permet de bien répondre aux grands enjeux, tels que le vieillissement de la population. Alors, tout d'abord, il est important pour suivre ce que je vais dire, de bien distinguer entre le financement de l'exploitation hospitalière et le financement des infrastructures. En fait, ce sont deux catégories qu'on distingue. Et le financement de l'exploitation, c'est vraiment le financement du fonctionnement de l'hôpital. C'est-à-dire, on pourrait par exemple prendre le chauffage ou la buanderie comme exemple simple. Tandis que ce qu'on appelle le financement des infrastructures hospitalières, c'est la construction de nouveaux bâtiments, l'extension de bâtiments existants, les travaux de gros entretien ou l'achat de matériel médical lourd. Le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est celui des infrastructures hospitalières, donc les investissements dans la construction et la rénovation. Alors, auparavant, avant la 6e réforme, les hôpitaux qui voulaient réaliser ces investissements avaient 3 sources de financement. Il y avait d'abord naturellement les recettes propres de l'hôpital et les hôpitaux pouvaient également obtenir des subventions publiques. Celles-ci étaient soit fédérales, soit communautaires. Les investissements se réalisaient selon ce qu'on appelle un calendrier de construction qui fixait le budget annuel maximal de subventions publiques auxquelles pouvaient prétendre les hôpitaux. Le dernier calendrier en date se terminait en 2015 et c'est pour cela, comme nous le verrons, que c'est en 2016 que la dotation finançant ces compétences a été transférée. Alors, ces travaux d'infrastructure étaient financés selon 2 clés de répartition. La clé qui était le principe initial était une répartition où le fédéral finançait 40% de l'investissement public et les communautés 60%. Ce qui était censé être plutôt une exception, ça a été de définir une autre répartition possible
pour les travaux qui étaient considérés comme prioritaires, où là le fédéral se chargeait de 90% de l'investissement et le communautaire de 10%. Et comme souvent, ce qui était censé être une exception est un peu devenu la règle. Voilà. Alors ça c'est pour le fonctionnement d'avant. Ah oui, je vais aussi, pour ceux qui sont un peu plus familiers avec ces matières, le financement fédéral se réalisait à l'époque à travers ce qu'on appelle le budget des moyens financiers, le BMF, qui est une intervention qui sert justement à l'exploitation de l'hôpital, mais dans lequel on incluait aussi la part fédérale de l'investissement. Et c'est donc cette part fédérale, cet investissement fédéral qui a été transféré aux communautés lors de la 6e réforme de l'État. Voilà. Alors, donc, comme j'ai dit, pour tout ce qui est maintenant investissement dans l'infrastructure, construction, rénovation, l'État fédéral ne finance plus ça, ce sont uniquement les communautés et la COCOM. Alors, pour financer ces nouvelles compétences, les communautés reçoivent des dotations. Une dotation annuelle globale qui comprend les engagements déjà pris avant la réforme et les nouveaux investissements est fixée donc à partir de 2016 pour rendre compte du fait que le calendrier précédent se terminait en 2015. Cette dotation est indexée et partiellement liée à la croissance réelle. Alors, la répartition est plus complexe que pour les allocations familiales parce que la dotation est répartie en deux parties. Une qui concerne les hôpitaux académiques et l'autre les hôpitaux non académiques. Cette répartition se fait selon une clé l'IAgré mètre carré. Nous dirons que c'est une façon d'approcher la surface des hôpitaux un peu théorique, comme tout ce qui touche aux hôpitaux d'ailleurs. Ces deux dotations sont ensuite réparties selon des clés population. La dotation hôpitaux académiques est répartie selon une clé population communautaire, logiquement, donc pour la communauté française et la communauté flamande, et la dotation pour les hôpitaux non académiques selon une clé de population régionale. Alors pour vous montrer un peu les montants qui sont en jeu, nous estimons que pour 2020, la dotation à l'échelle nationale était de 635 millions d'euros. Et donc on peut voir qu'elle est d'abord scindée en deux, 84,4% pour les hôpitaux non académiques, 15,6% pour les hôpitaux académiques, et ensuite des clés de population sont appliquées. Alors, il y a des hôpitaux qui découlent des investissements maintenant faits par les entités fédérées. Les entités fédérées, elles, sont devenues compétentes pour la fixation des normes d'agrément des hôpitaux, l'agrément des hôpitaux et l'inscription dans la programmation décidée au niveau fédéral. Et finalement, bien entendu, le financement des infrastructures hospitalières. Donc on voit que des compétences fortement liées se trouvent maintenant à deux niveaux de pouvoir séparés. Et pour rajouter à la complexité, la communauté française avait transféré l'exercice de sa compétence pour tout ce qui est financement des infrastructures à la région wallonne, hormis pour les hôpitaux universitaires. Donc on a maintenant 5 entités qui gèrent cette compétence. Voilà. Alors, les entités fédérées font face à des défis semblables pour ces matières. Comme on va en discuter pour d'autres matières, comme ce qui touche au marché du travail, il y a des différences régionales qui font que les politiques menées sont très différentes. Ici, les défis sont assez similaires. Il y a la question de la maîtrise des déficits publics. Il faut gérer ces fameuses charges du passé qui
qui s'avère donc plus élevé que les dotations. Il y a la question de la continuité des travaux qui avaient été engagés avant ce transfert, la vétusté des infrastructures, en particulier à Bruxelles et en Wallonie, et finalement, comme je l'ai dit, la complexité du système qui rend difficile parfois l'implémentation de politiques. Depuis que les entités se sont saisies de cette compétence, elles ont toutes décidé d'abandonner l'ancien mécanisme de financement, hormis la COCOM. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces nouveaux mécanismes de financement qui sont très complexes et demandent de très longs calculs, mais on peut résumer ça en disant que la communauté flamande a mis en place 2 subsides annuels. Un subside stratégique pour les nouvelles constructions, les nouveaux investissements, et un subside de conservation qui, lui, concerne les travaux d'entretien pour les infrastructures existantes. Et la nouveauté est que la communauté flamande prend en compte l'activité justifiée pour ces nouvelles constructions. C'est-à-dire que les subsides varient avec le niveau d'activité justifié dans les hôpitaux. La Fédération Wallonie-Bruxelles et la région Wallonne ont un système un peu différent, où on facture un prix d'hébergement aux patients par journée d'hospitalisation. Celui-ci est basé sur un calcul théorique du coût de développement de l'infrastructure hospitalière et de son remplacement et de ses équipements. Mais il y a aussi la même philosophie de prendre en compte l'activité réelle. Et ils ont donc inclus l'occupation des lits dans les calculs. Et donc on voit qu'au nord comme au sud, pour assurer une soutenabilité budgétaire et essayer de responsabiliser les hôpitaux, on a pris en compte dans le calcul des forfaits l'occupation et l'activité. Ce qui évite donc aux hôpitaux de faire des investissements qui ne seraient peut-être pas aussi utiles qu'espérés. Et il faut préciser que le risque ne pèse pas seulement sur les hôpitaux, dans le sens où si l'activité est supérieure à ce qu'on imaginait, les dépenses des entités, les subsides augmenteront également. Alors pour ce qui est des perspectives d'avenir, je vois que j'arrive à mes 15 minutes. Donc ça c'est une question plus pour la discussion avec M. Collin, mais la question se pose de savoir si cette nouvelle répartition des compétences permettra aux entités de faire face aux enjeux de plus long terme, dont le premier qui vient à l'esprit évidemment le vieillissement des populations, surtout en Wallonie et en Flandre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons reprendre donc avec cette deuxième session sur les soins de santé et en particulier sur les hôpitaux. Nous accueillons donc avec plaisir M. Benoît Collin. Donc vous avez fait des études de droit à l'ULB après avoir notamment exercé la fonction de directeur général du CHR de Tournai. Vous êtes devenu administrateur général adjoint de l'INAMI en 2006. À la suite du départ de Jo de Coq après 25 ans, à la tête de l'INAMI, vous êtes administrateur général depuis juillet 2021, si je ne me trompe pas. Vous êtes également maître de conférence à la faculté de médecine de l'ULiège depuis 2010. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Je donne un cours sur l'assurance soins de santé et le système assurantiel à la faculté de médecine de l'école de santé publique. D'abord, merci pour l'invitation. Première précision, je parle évidemment à titre personnel,
puisque je fais part de certaines idées ou de certaines positions qui me sont personnelles. Je n'ai pas reçu de mandat de mon comité de gestion pour prendre la parole sur la thématique. Il y a des éléments qui sont factuels et ponctuels. Il y a aussi, je pense que c'est ça l'intérêt de l'évaluation, de pouvoir aussi dire ce qu'on pense. J'ai dit la même chose la semaine dernière à la Chambre et au Sénat, dans lequel il y a une commission d'évaluation des réformes de l'État, enfin, commission d'évaluation ou d'enterrement de l'évaluation, ça on ne sait pas encore très bien l'objectif de cette commission au niveau du Sénat, mais donc là aussi je me suis exprimé à titre personnel, ce qui n'a pas plu à certains membres assistants à la réunion, mais voilà, c'est comme ça. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'avoir le poste si on ne peut pas en profiter de temps en temps pour faire passer ses idées. Alors, je voudrais quand même rappeler, effectivement, même si Thomas a rappelé quelques éléments, je voudrais quand même rappeler un peu le statut institutionnel de la santé, parce que je donne un cours là-dessus aussi à l'ULB et à l'UCL, et je remarque que les gens, finalement, ne sont pas tellement au courant, en tout cas, à part les spécialistes, ne sont pas tellement au courant de la façon dont la politique de santé a été mise en place sur le plan institutionnel. Je rappelle qu'il y a différents articles de la Constitution, puisque c'est la base de tout. L'article 128, 130, 135, qui dit clairement que les matières personnalisables sont de la compétence des communautés. Et la loi spéciale de réforme institutionnelle dit que dans les matières personnalisables, on a la politique de santé. Politique de santé, c'est pas spécialement les soins de santé, c'est pas spécialement l'assurance soins de santé, c'est la politique de santé. Donc ça, c'est déjà un élément important, c'est qu'est-ce que c'est la politique de santé? Où s'arrête-t-elle? Est-ce qu'elle s'arrête éventuellement une fois que commence la sécurité sociale, dans les soins de santé? Ou bien est-ce que les soins de santé dans la sécurité sociale font partie de la politique de santé? Et est-ce que la politique de santé couvre plus que la politique de soins de santé? C'est déjà une série de questions intéressantes à se poser. Mais donc, matière personnalisable aux communautés, politique de santé, matière personnalisable, donc matière personnalisable aux communautés. Chaque communauté a des attributions qui sont reconnues par la Constitution, et donc, clairement, la politique de santé, et depuis les années 80, et c'est peut-être ça qui est étonnant pour certains en tout cas, c'est de se dire, depuis 1980, la politique de santé est une compétence des communautés. C'est plus une compétence de l'État fédéral, c'est une compétence des communautés. Sauf les exceptions qui sont prévues par la Constitution ou des attributions qui sont attribuées au fédéral. Et donc, depuis 1980, pour moi très clairement, mais je ne suis pas un spécialiste du droit constitutionnel, même si je suis un passionné de ces matières, pour moi très clairement, la politique de santé est une compétence communautaire, sauf ce qu'on garde encore au fédéral et qu'on diminue à chaque réforme de l'État, puisqu'à chaque réforme de l'État, on va retirer des petits morceaux, jusqu'au moment où, logiquement, on pourrait retirer tout, et donc transférer, comme pour les allocations familiales, l'ensemble aux communautés. Et donc, première chose importante, qu'est-ce que c'est la politique de santé? Deuxième chose importante, elle est attribuée aux communautés, et on va voir que ça n'a pas beaucoup de sens sur le plan de la gestion des politiques de santé. Je pense qu'on est le seul pays dans lequel les politiques de santé sont attribuées à des communautés sur base linguistique, et pas à des territoires sur base de leur population et sur base des soins de santé, des besoins en soins de santé. C'est aussi peut-être une exception belge. En tout cas, je n'ai pas vu d'analyse où on montrait que d'autres pays avaient ce critère-là de façon importante. Et donc, politique de santé aux communautés et à la périphérie depuis 1980, c'est donc normal que les néerlandophones notamment, ou certains néerlandophones, partent du principe qu'à chaque réforme de l'État, on va continuer, puisque c'est l'objectif depuis 1980, de finalement ne rien laisser au fédéral, ou en tout cas très peu au fédéral. Alors, la question n'est donc plus de savoir si la politique de santé est une compétence fédérée ou fédérale. La réponse, pour moi, est claire. Depuis 1980, c'est une compétence fédérée, des entités fédérées. Mais ce qui reste, par exception, attribution explicite de la seule ou bien partagée compétence fédérale et jusqu'à quand. Et donc, c'est plutôt, je le dis souvent dans les exposés, on peut dire que les néerlandophones, en tout cas les nationalistes néerlandophones, ou même les flamands qui soutiennent les réformes de l'État, ont gagné sur le plan des principes. La politique de santé est une politique communautaire,
et les francophones ont gagné sur le plan du timing, sur le plan de l'agenda. On a gagné depuis 1980, ça fait 40 ans, ben on a gagné 40 ans pendant lesquels ça reste au fédéral. On verra bien si on gagne encore 20 ans, 15 ans ou rien du tout à la prochaine réforme de l'État. Alors, pour rappeler effectivement ce que sont les politiques de santé, ben vous retrouvez ce qui est prévu dans la loi spéciale de réforme institutionnelle de 2014, qui modifie la loi du 8 août 80, qui est la base de tout, hein, du basculement vers les communautés pour les politiques de santé. Vous voyez finalement que toute la politique de santé est communautaire, sauf, après le premier point, à l'exception de qui reste fédérale, et c'est principalement la politique hospitalière. Il n'y a plus que la politique hospitalière qui est restée fédérale dans cette exception-là. La politique de dispensation de santé mentale est intégrée depuis 2014 dans les politiques communautaires, sauf dans les hôpitaux. Ça, c'est un découpage un peu très bizarre. Même chose pour les politiques de revalidation long terme care. Officiellement, toute la politique de revalidation est transférée. En pratique, ce n'est pas vrai, on a transféré uniquement des conventions bien déterminées, donc pas de la politique complète, mais des conventions, et chaque numéro de convention est repris dans la compétence. Donc là, quelque part, entre le texte qui se retrouve dans la Constitution, dans les lois associées à la Constitution, et la réalité, on a finalement régionalisé moins, ou communautarisé moins que ce qui était prévu, ce qui est prévu dans les textes. Et puis vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas tellement d'autres exceptions, donc finalement, il y a quelques exceptions, et puis il y a un paragraphe complémentaire, mais qu'on retrouve uniquement au niveau fédéral, et qui est, effectivement, on reprend le texte précédent d'attribution aux entités fédérées, sans préjudice, la politique de dispensation, etc., c'est communautaire, à l'exception de, ça veut dire non attribué aux communautés, ou attribution par exception au fédéral. Si c'est par exception, c'est bien que, normalement, le principe, c'est que la santé est une compétence communautaire, et par exception, elle reste fédérale, par exception, le temps qu'on décide que, par exception, ça reste fédéral. Voilà. Et donc là, on retrouve effectivement toutes les compétences liées aux hôpitaux, avec tout ce qui a été supprimé depuis lors. On a parlé d'agrément tantôt, on y reviendra par la suite. Et on a parlé également des investissements qu'on retrouve là, à l'envers, hein, des législations organiques, à l'exception des coûts des investissements qui sont sans exception donnés aux communautés. Et on retrouve la même chose pour le financement de l'exploitation, sauf la partie qui, effectivement, est liée aux investissements, etc. Et donc, on garde effectivement une partie de la législation hospitalière, la programmation, qui jusque-là était très peu utilisée au niveau fédéral. Et donc, ça, c'est peut-être un défi que le fédéral utilise finalement une compétence qu'il a, mais qu'il a très peu utilisée auparavant. Il n'a plus agrément, et on va voir qu'évidemment, un agrément sans financement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les communautés ou pour les régions. Et surtout, ce qui est important, c'est, pour moi en tant qu'administrateur général de l'INAMI et chaud partisan de la sécurité sociale, c'est ce qu'il y a après le 8. Donc après ce qu'on a donné aux communautés, c'est-à-dire tout, sauf à l'exception, il y a effectivement deux phrases, ou une phrase importante. L'autorité fédérale, c'est déjà bien qu'on reconnaisse que c'est une autorité, reste toutefois compétente pour l'assurance maladie invalidité et des mesures prophylactiques nationales. On a vu dans le cadre du Covid toute l'importance de ces mesures. Et donc c'est principalement le point 1 qui m'intéresse, l'assurance maladie invalidité. Donc là, effectivement, on peut se dire toute la santé est aux communautés, sauf des exceptions, et à côté de ça, une attribution directe, claire à l'autorité fédérale, c'est l'assurance maladie. C'est dans ce sens-là que je pense qu'effectivement, même si l'assurance maladie peut être considérée comme un élément des politiques de santé, et même des soins de santé plutôt, elle a quand même, vu son statut de sécurité sociale, un statut un peu à part qui fait qu'on l'attribue au fédéral et qu'on ne dit pas que c'est par exception que ça reste au fédéral. Ça reste au fédéral parce que ça a toujours été au fédéral et qu'a priori, on souhaite que ça reste au fédéral. Ce qui va évidemment avoir un impact sur une prochaine réforme de l'État éventuelle, si on veut faire basculer cet élément attribué au fédéral vers les communautés ou les régions.
Donc ça, c'est un peu quelques rappels, mais qui me semblent importants. Donc en résumé, la politique de santé est attribuée globalement, mais explicitement aux communautés. Par exception, le fédéral garde ou partage certains domaines de la politique de dispensation de soins, principalement dans le secteur hospitalier, de la politique de dispensation de soins mentaux autres que les hôpitaux, donc la santé mentale dans les hôpitaux, ça reste, en tout cas pour la partie hospitalisée, ça reste de compétence fédérale pour l'instant, mais par exception. Les conditions d'agrément et de contingentement global des professions de soins de santé, c'est également quelque chose qui reste fédéral, même s'il y a l'application se fait au niveau des communautés, et l'attribution explicite pour l'assurance maladie, comme je l'ai dit, le mode assurantiel, social et les mesures prophylactiques. Donc ça, c'est déjà la situation. Et donc, si on se pose des questions sur des prochaines réformes de l'État, ben, si on ne change pas la Constitution, fondamentalement, il n'y a aucune raison que les politiques de santé, que les exceptions restent des exceptions et que donc elles ne basculent pas vers les communautés, les régions. Ça ne demande pas de changement de la Constitution, ça demande juste un changement de la loi spéciale de réforme institutionnelle. Donc ce n'est pas trop compliqué. Ça, c'était les questions qui étaient posées. Je vais essayer d'y répondre en partie, puisqu'il y a déjà des réponses qui ont été données dans l'exposé de Thomas Curfi. L'inventaire des difficultés, donc c'est un inventaire qu'on a fait notamment pour la commission d'évaluation au Parlement. Premier problème pour moi à discuter, c'est le transfert de compétences liées à l'assurance maladie, alors que donc il y a eu des transferts de compétences qui ont été faits. Si je prends les maisons de repos, c'était une compétence INAMI. Maintenant, est-ce que c'est une compétence de sécurité sociale? Ça, c'est la discussion. Mais en tout cas, on a transféré une compétence qui était gérée par l'assurance maladie, alors qu'on dit clairement, hein, après le 8, l'assurance maladie reste fédérale. Comment est-ce qu'on peut, constitutionnellement, transférer une compétence dont on dit qu'elle reste fédérale, sauf des choses qu'on reprend dans cette compétence? Donc là, je n'ai jamais posé la question à mes juristes au niveau de l'INAMI, y compris à d'autres juristes par rapport à cette question, qu'on va revoir sur le point 2, c'est ce qui se passe, évidemment, quand on transfère des compétences de sécurité sociale à des entités fédérées, à n'importe quel type d'entité fédérée, le statut qui est associé à la sécurité sociale, il est perdu, puisqu'on sort de la sécurité sociale, quelque part, on sort en tout cas de la sécurité sociale fédérale, et donc toutes les règles de protection du patient, elles sont perdues, elles n'existent pas, puisqu'elles ne s'appliquent qu'aux prestations qui sont gérées par l'assurance maladie au niveau fédéral. Et donc, d'une façon assez claire, si je prends un exemple, les hôpitaux qui ont été transférés à la région flamande, les hôpitaux isolés de réadaptation qui ont été transférés à la région flamande, elles donnent des prestations, et c'est des prestations qui sont des prestations flamandes, donc décidées par le pouvoir flamand. Et pour ces prestations, évidemment, il y avait des tickets modérateurs. Mais les tickets modérateurs, n'étaient pas inclus dans le MAF fédéral, puisque, un, c'était plus des hôpitaux, puisqu'ils sortaient de la loi sur les hôpitaux. Deux, le MAF, il est uniquement pour les prestations du fédéral. Et donc, on voit directement d'une certaine façon, l'arroseur arrosé. Hein, la Flandre qui voulait avoir le contrôle de tout et pour améliorer la santé des personnes, ben, le résultat, c'est qu'elle a détérioré la protection sociale de ses habitants, puisque pendant ce temps-là, il n'était plus couvert par un MAF fédéral. Voilà, on a trouvé des solutions, on est en train d'en trouver, etc. On invente un MAF national qui rassemble des MAF fédéraux et des entités fédérées, mais clairement, c'est un des risques et c'est un des problèmes qu'on a rencontrés. Dès qu'on sort des choses de la sécurité sociale, on sort aussi toutes les protections que cette sécurité sociale prévoit, sauf si on oblige, ou on discute, ou on négocie, que ces protections sont transférées également, et que donc les régions, les communautés sont obligées de garder ce statut, ce qui n'est pas le cas. On sait tous bien que quand on régionalise ou on communautarise quelque chose, les communautés, les régions gardent l'entière possibilité de changer et d'appliquer les règles ou pas. Et on a vu, dans le cas des allocations familiales, que les modèles de gestion sont tout à fait différents entre les régions. Certaines régions font intervenir les caisses
les mutuelles, les syndicats, etc., la gestion paritaire d'autres régions, et principalement la région flamande, évidemment, s'éloigne du modèle de gestion paritaire, et donc la gestion paritaire qui est quand même au cœur du système de sécurité sociale fédéral. Et donc il n'y a aucune obligation quand on transfère et le financement et les compétences de respecter les règles de l'État fédéral, qui sont les règles applicables au système fédéral et pas du tout aux entités fédérées qui restent libres d'intégrer les mutuelles, d'intégrer les syndicats, d'intégrer les employeurs ou d'intégrer la protection sociale qu'elles souhaitent intégrer ou bien de faire ce qu'elles veulent avec l'argent qu'elles ont reçu. Vous savez tous que s'il y a une dotation pour les soins de santé, si demain la Wallonie décide de le mettre pour l'investissement dans les routes, il n'y a aucun problème. C'est une politique, c'est une dotation. Il n'est pas dit que l'argent de la santé fédérale doit servir à la santé des Wallons. Ça peut servir à l'enseignement, ça peut être autre chose. Donc chacun reste responsable. Maintenant, on a vu en pratique, évidemment, il n'y a pas de transfert avec un éclatement comme ça, mais c'est vrai que si on a dans certaines régions des visions très, très spéciales par rapport à des publics cibles plus précarisés qu'on voudrait moins protéger, on peut tout à fait changer la politique sociale de la région pour mieux coller à ce que, au niveau politique, on souhaite mettre en place. Donc, transfert de compétences alors qu'officiellement, on ne pouvait pas les transférer, perte du statut lié à cette sécurité sociale, donc ça c'est un risque qu'on peut gérer, il y a des solutions en bonne entente, mais logiquement, c'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi, en tout cas à l'époque des transferts. Et donc, comme pour les allocations familiales, le premier but des transferts qui ont été faits, c'est de transférer un maximum d'argent. Ce n'est pas de transférer des choses intéressantes dans l'intérêt de qui que ce soit, c'était un maximum d'argent, un maximum de compétences, et principalement deux grands quand même, domaines d'intervention qui étaient souhaités clairement par la Flandre, c'était les personnes âgées, avec évidemment toute la transmission des maisons de repos et de tout ce système-là au niveau des personnes âgées, et la santé mentale, dont on sait aussi que sur le plan hospitalier et sur les plans des structures de santé mentale, il y avait aussi une grande demande du côté néerlandophone. Mais donc, on a fait des transferts en fonction de grands paquets qui intéressaient globalement les entités fédérées et surtout qui représentaient un montant assez important, surtout au niveau des maisons de repos. Alors, complexification des reconversions et intégration des soins, donc ça c'est vrai qu'on a pu constater qu'il y avait un surplus de lits et qu'on pourrait faire des reconversions, mais tant que les dotations ont été mises en place, tout le système est bloqué, et donc il faudrait aussi pouvoir débloquer pour pouvoir reconvertir des lits hospitaliers éventuellement dans d'autres types de lits, dans d'autres types de soins. Et donc là, ça pose des problèmes. Il faut une loi spéciale, et les lois spéciales, évidemment, demandent des accords assez complexes. L'autre point, mais ça c'est vraiment une vision personnelle, mais je pense qu'elle est partagée par pas mal de gens, la compétence se fait selon un transfert non territorial, qui sont les régions, mais communautaire, la langue. En boutade, j'ai dit au Sénat la semaine dernière, est-ce qu'on est en meilleure santé en Flandre parce qu'on parle flamand, ou qu'on est soigné par des flamands, ou est-ce qu'on est en meilleure santé parce qu'on est plus riche, parce qu'on a moins de problèmes de santé, parce qu'on vit plus vieux, parce que ceci, cela. Voilà. La réponse directement de certains qui étaient des députés flamands mais bruxellois, c'était de dire oui, mais à Bruxelles c'est scandaleux, on n'est pas reçu dans sa langue, on n'est pas sonné dans sa langue, et ça mène à des drames, à des morts même. Il y a des articles qui ont montré ça. Je dis, mais globalement, c'est vrai que c'est un scandale. C'est pas normal que dans une région bilingue, les personnes qui parlent le flamand ne puissent pas être reçues dans leur pays. En tout cas, un fervent défenseur sur le fait que la santé, la compétence santé, est une compétence vraiment territoriale qui s'applique sur un territoire. Alors, le territoire, ça peut être la Belgique, mais ça peut être aussi des sous-territoires, qui peuvent être les régions, ou ça peut être encore des sous-territoires, que ce soit les provinces ou les communes. Donc la santé, dans tous les pays du monde, est une compétence qui se gère sur le plan territorial. Et ça, c'est vrai qu'on le voit aussi dans toutes les analyses que je vais vous montrer par la suite. La gestion territoriale, donc le problème n'est plus de savoir si ça doit être central ou décentral. Dans tous les pays du monde, c'est à la fois central, à la fois décentral. La seule chose qui change, c'est le niveau de décentralisation et la forme de décentralisation.
Mais donc, dès le départ, pour moi, en Belgique, avec le choix qu'on a fait de dire matière personnalisable, c'est les communautés parce que c'est lié à la langue, alors que la santé, clairement, l'aspect langue n'a rien à voir, si ce n'est effectivement d'être compris dans sa langue pour un problème de santé, mais on est aussi bien soigné par un médecin qui ne parle pas votre langue, si en tout cas on lui traduit les choses. Donc voilà, donc, pour moi clairement il y a déjà un problème à la constitution de base, c'est de mettre ça aux communautés plutôt que de le mettre aux régions. Je pense aussi que si on avait une Belgique avec 4 régions, on aurait un autre rapport de force et un autre rapport peut-être moins sentimental et moins romantique que si on se base sur des langues, sur des choses qui font des différences. On pourrait faire des différences sur base de territoire, de population et pas sur la base d'identification par la langue. Mais ça, c'est évidemment un point de vue en tant que tel. Mais c'est clair que ça complexifie aussi le fait qu'on mélange, surtout du côté francophone encore, ce qui est bien la preuve que la base c'est quand même la région. On complexifie les choses puisque à la base c'est communautaire. On a vu que la Constitution permet de rendre les compétences communautaires régionales, en tout cas de les régionaliser d'une certaine manière du côté francophone, avec d'une part la région wallonne et d'autre part la COCOM ou la COCOF. Et donc on se retrouve avec un système très complexe dans le sens où on part de la communauté. C'est très simple, il y a 3 communautés, donc on peut se dire ça c'est très simple. Le problème évidemment c'est la communauté du côté flamand, elle est unique avec la région du côté de la région flamande. À Bruxelles, forcément, c'est déjà 2 communautés dans une seule région. En Wallonie, c'est normalement pas la communauté, c'est la région, mais elle reprend une partie de la communauté. Donc, on se retrouve avec finalement 9 interlocuteurs pour parler de santé. Et encore, quand ça va bien, puisqu'on est à peu près à 8 maintenant ministres différents, à cause du fait du découpage à la fois entre communautés et régions, Bruxelles et Wallonie, et aussi avec la multiplication de la communauté flamande, de la communauté française et de la communauté bilingue à Bruxelles. Et en pratique, on voit bien que c'est quand même la COCOM qui reprend la plupart des compétences, ce qui veut bien dire, la COCOM c'est le bicommunautaire, c'est donc finalement une façon de dire, autrement dire que c'est la région bruxelloise qui gère une compétence qui n'est normalement pas de la compétence de la région, mais de la communauté. Donc la réponse des Flamands à la commission de la semaine passée, c'est de dire oui, mais ça reste un transfert à la COCOM, et la COCOM, c'est la communauté. Même si elle est bicommunautaire, ça reste la communauté, donc la langue reste importante. La preuve, c'est qu'il y a un ministre francophone et un ministre néerlandophone qui gèrent la COCOM ensemble, alors que si c'était la région, ce serait un seul ministre qui gérait tout seul, il serait flamand, il serait francophone, peu importe. Ok. Donc, en pratique, on a déjà régionalisé la santé. Ça reste évidemment sur le plan romantique et nationaliste, et avec aussi certaines visées sur Bruxelles, une volonté que ça reste communautaire sur le plan flamand, mais en pratique, c'est quand même les régions qui aujourd'hui gèrent cette compétence, mais avec la complexité du bypass ou de l'arrangement du système communautaire et constitutionnel qui complique quand même les choses. On l'a vu dans le cadre du Covid, on se retrouve à 9 avec des ministres qui finalement ont un pouvoir très limité, mais qui sont quand même autour de la table et que peuvent quand même influencer la gestion de la santé. Alors, homogénéité des compétences, ça c'est un grand mot, presque un gros mot. C'est un grand mot du côté néerlandophone aussi, c'est peut-être des fois un gros mot du côté francophone, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'homogénéité? Si je prends effectivement la santé mentale, alors on va dire aujourd'hui c'est pas homogène puisque la politique de santé mentale dans l'hôpital reste de compétence fédérale. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire l'homogénéité si on parle des hôpitaux? Aujourd'hui, l'agrément et le financement des investissements est du côté des entités fédérées, le reste du côté de l'État fédéral. Est-ce que si on veut être homogène pour l'hôpital, il faut transférer tout? Et si on transfère tout, on transfère quoi? Les investissements, c'est déjà fait. L'agrément, c'est déjà fait. La programmation, on peut le faire. Le financement BMF, ok. Mais il faut savoir que 40% du financement de l'hôpital, c'est les prestations d'INAMI. Ouais, alors si les prestations d'INAMI, c'est sécurité sociale, donc ça, on ne va pas le transférer. Enfin, si on dit qu'on respecte la solidarité interpersonnelle. Et si on ne le transfère pas, alors à ce moment-là, c'est pas très homogène, c'est pas très cohérent de dire 40% du financement, 60% du financement, 40% des prestations
15-20% pour les médicaments, la pharmacie, donc 60% du financement resterait fédéral dans la sécurité sociale, le BMF filerait aux régions, aux communautés, c'est pas très homogène, donc il faudrait une 8e réforme de l'État pour enfin casser le modèle de sécurité sociale et dire que les prestations vont du côté des entités fédérées. Mais si les prestations vont du côté des entités fédérées pour les hôpitaux, c'est pas très homogène. Il faudrait sans doute aussi que les prestations aillent du côté des entités fédérées pour l'ambulatoire. À ce moment-là, voilà. Donc toute la santé part. Donc, est-ce que le tout homogène, c'est de dire finalement toute la santé doit être défédéralisée, ou bien est-ce que c'est le contraire? Il faudrait tout refédéraliser. Ça, évidemment, je pense qu'il n'y a personne qui est demandeur d'une refédéralisation de la santé. Peut-être certains aspects, certainement, mais une refédéralisation complète n'a pas beaucoup de sens. Et il n'y a aucun pays du monde dans lequel la santé est gérée de façon centrale, uniquement centrale, quelle que soit la forme de l'État. Même en France, qui est un État assez centralisateur, il y a de plus en plus une décentralisation. Mais de nouveau, la différence, c'est que c'est une décentralisation administrative. Tout doucement, ça devient un pouvoir accordé aux départements et aux régions. Et donc là, ça devient une décentralisation politique avec des transferts de compétences. Mais sinon, donc, refédéraliser ou défédéraliser tout, l'un et l'autre n'a pas de sens. Tout à la région, tout à la communauté ou tout à l'État fédéral, il n'y a aucun pays du monde qui le fait. Et on va voir effectivement que le degré d'intégration, de désintégration ou de décentralisation sont différents selon les pays. Mais il n'y a aucun argument pour dire il faut absolument garder ceci, il faut absolument garder cela, si ce n'est les besoins de la population ou la vision politique qu'on peut avoir de la gestion des territoires de santé. Alors, les compétences de santé partagées, mais ça, je pense que c'est déjà un problème. Hein. On dit que normalement la santé c'est communautaire, mais il y a des exceptions. Donc là, effectivement, un système dans lequel il y a des exceptions, et puis des exceptions sur des exceptions, ça devient vite un système assez incompréhensible. La prophylaxie, on l'a vu aussi, la prévention est depuis longtemps dans les entités fédérées, mais en pratique, chaque fois qu'il faut la payer, et quand elle coûte cher, on demande au fédéral de venir au secours des entités fédérées pour prendre en charge les frais. Les instruments de coopération sont assez lourds, ils sont assez rigides, assez lourds. Les autres problèmes, je pense qu'ils peuvent être résolus si on décidait de finaliser correctement la 6e réforme avant de penser à la 7e. Alors la 6e réforme de l'État n'est pas terminée. Ma collègue des allocations familiales a dit la même chose, même pour les allocations familiales, mais c'est le cas également pour la santé. On a fait une note de la conférence interministérielle qui montre qu'on a à peu près 141 pages de points dans lesquels des solutions doivent encore être dégagées, donc en 2019. Hein? Et si on suit toutes les demandes des régions, des communautés par rapport à ces points à régler, on arrive à une prolongation de certaines mesures provisoires jusqu'en 2025. Donc ça nous met au moins après la fin du gouvernement actuel et donc à la prochaine réforme de l'État. Et donc finalement, on aura une réforme de l'État qui aura duré 10 ans pour se mettre en application. Donc avant de penser à la 7e, il faudrait peut-être simplement terminer correctement la 6e. Ceci dit, si on fait de la clarté sur ce qu'on veut vraiment atteindre à terme, je suis évidemment partisan qu'on le fasse rapidement, comme ça on saura à quoi s'en tenir. Alors le positionnement difficile de l'hôpital, je l'ai déjà un peu expliqué ici. Vu son financement, c'est clair que poursuivre, comme certains le souhaitent clairement, et ils l'ont mis en place de cette manière-là, je pense que quand on a demandé l'agrément d'un côté ou les investissements de l'autre, c'était en se disant, ok, on enfonce un coin, on reprend un peu du fédéral certains éléments, à la prochaine réforme, on tirera encore les quelques morceaux qui restent. Ça c'est clair, c'est le pied dans la porte. Et donc, une fois que le pied est dans la porte, on se dit que le reste va suivre. Est-ce qu'on peut aller dans l'autre sens? Je ne pense pas que, politiquement, on ira dans l'autre sens, donc je ne rêve pas sur le fait que du côté néerlandophone, on veuille revenir à une refédéralisation de l'hôpital. Et l'exposé de mon collègue flamand au Sénat montre très clairement que le plan est sur la table et que le plan est beaucoup plus loin que
simplement intégrer la partie hospitalière qui était l'exception dans le système, c'est même des dotations au niveau de la sécurité sociale, donc c'est clairement une perte de solidarité interpersonnelle, en tout cas sur la partie des dépenses. Sur la partie du financement, c'est une discussion. Mais donc, comme on l'a déjà vu aussi, la compétence agrément est assez limitée aujourd'hui. Officiellement, c'est un gros paquet. En pratique, il y a eu 24 cas d'application de cette demande de changer les agréments, et aucun, à part un ou deux, avait une conséquence financière, ont dû faire l'objet d'un débat, mais le reste, oui, ils ont utilisé, par exemple, sur la qualité des soins, okay, mais ça n'a pas d'impact financier, donc on peut changer la qualité des soins, les normes de qualité en Flandre, ou en Wallonie ou ailleurs, mais fondamentalement, un agrément sans financement, si les normes d'agrément sont toujours financées par le fédéral via le BMF, ça n'a pas beaucoup d'impact d'avoir cette compétence. Donc, est-ce que cette compétence est bien au niveau des... Est-ce que ça a un intérêt de le mettre au niveau des entités fédérées? Si on ne met pas le financement avec, non. Et si on met le financement avec, ça entraîne vraiment d'autres risques. Donc moi je trouve qu'il pourrait revenir au fédéral, que ça ne changerait pas grand-chose pour les uns et pour les autres, ce qui n'empêcherait pas d'avoir des demandes spécifiques d'adaptation. Gestion territoriale de l'offre adaptée via des réseaux locaux régionaux versus la programmation. Donc là c'est aussi évidemment quelque chose de compliqué puisque la programmation reste fédérale, mais on voit qu'elle est difficile à mettre en œuvre. Ce qu'on a trouvé comme système, évidemment au niveau de l'INAMI, c'est de faire des accords, des conventions, en disant certaines prestations ne peuvent être faites que par des centres spécialisés qui ont maximum autant ou qui ont minimum autant d'actes, etc. Et donc on bypasse la programmation quelque part et on le fait via des conventions INAMI. Évidemment, ça fait râler les régionalistes ou les communautaristes qui se disent tiens, l'INAMI dépasse un peu ses compétences, mais voilà, la loi nous permet, en tout cas la législation INAMI nous permet de mettre des conditions à ces accords pour des prestations déterminées. Et donc on n'a même pas besoin de la programmation si on veut organiser au niveau fédéral dans la sécurité sociale. Proximité du pouvoir, c'est quand même quelque chose en tant qu'ancien directeur d'hôpital, j'ai remarqué, et surtout après dans les collaborations dans les cabinets, c'est que plus on rapproche le pouvoir des institutions, plus c'est difficile pour ce pouvoir de prendre des choix rationnels, non émotifs et éventuellement de rationalisation. On prend l'exemple des maternités, il y a des études du KCE, même chose sur les urgences, il y a des études du KCE qui montrent qu'on pourrait diminuer fortement le nombre de services d'urgence tout en les laissant accessibles à moins de 30 minutes, à moins de X km. Ça voulait dire qu'on fermait une série de services d'urgence. Si demain on doit fermer la maternité de Tartefoum, les bazars, voilà, de la petite ville XY, on aura directement le bourgmestre qui va intervenir pour dire non, ma maternité, celle-là, on ne peut pas la fermer. Et on a vu ça avec, du côté néerlandophone, le ministre Jo van der Zen, qui aurait dû prendre des décisions de fermeture suite à des études. Il était le premier à dire, en tout cas, oui, peut-être l'hôpital d'à côté, mais pas celui dont je suis responsable. Donc, plus on rapproche le pouvoir de l'institution, ça peut avoir des effets bénéfiques, évidemment, sur le fonctionnement, mais ça a en tout cas des effets difficiles quand il faut prendre des mesures de rationalisation. C'est plus facile que le pouvoir fédéral décide de normes de programmation et de rationalisation qu'un pouvoir local ou un pouvoir communautaire. L'évolution de l'ambulatoire à l'hôpital, évidemment, augmente aussi l'impact du financement via les prestations. Et donc là, si on se dit qu'on veut communautariser, régionaliser les hôpitaux de façon plus importante, alors que de plus en plus l'hôpital se nourrit et se finance aussi sur l'activité ambulatoire qui augmente, et c'est une bonne chose. Si l'activité ambulatoire reste fédérale, ben, ça pose un problème aux hôpitaux qui vont avoir une dualité, encore plus une dualité de financement pour les activités hospitalières via les régions, les communautés, et via la sécurité sociale pour la partie ambulatoire. Donc ça devient évidemment assez compliqué comme système. Alors en perspective, ben, il y a quatre grands paquets de perspectives. C'est la gestion territoriale de la santé, je vais y revenir dans les quelques slides suivants.
l'évolution des coûts globaux de santé, puisque là c'est une revendication assez claire, c'est de se dire nous on dépense bien, nous on gère bien, et quand on le gère mieux que le fédéral, et les autres, eux par contre, ils ne le gèrent pas bien, donc c'est mieux qu'ils le gèrent eux-mêmes, comme ça on ne payera plus. Quand on voit effectivement l'évolution des coûts, il n'y a plus de différence, pas de grande différence de coûts entre les régions et les communautés, il y a plus de différence au niveau provincial ou au niveau sous-régional et à l'intérieur des régions qu'entre les régions. Mais ça, on va le montrer dans quelques slides. L'important, évidemment, si on veut centraliser ou décentraliser la santé, c'est de savoir pourquoi. Et donc, la première base, et ça n'a jamais été fait dans les réformes de l'État, aucune réforme de l'État, en tout cas en matière de santé, certainement pas, n'a été faite sur base d'une analyse d'efficience, d'analyse des besoins, comme analyse de politique de santé. Elle a toujours été faite sur base d'une volonté de régionaliser, communautariser, défédéraliser, donc une sorte de système de dissociation de l'État, plutôt qu'un système d'efficience, d'efficacité et d'objectifs. Et donc, si on veut aller plus loin, pour une 7e réforme de l'État, il serait peut-être temps, effectivement, de se mettre autour de la table pour dire quelle stratégie, quelle vision de santé on a au niveau fédéral, au niveau national, et puis comment on permet à chaque communauté, région, locale, de traduire cette stratégie éventuellement en objectifs de santé de proximité. On doit évidemment tenir compte des niveaux d'approche, micro le patient, mezzo l'hôpital, la structure, et macro la gouvernance et le système, la région ou le fédéral. La politique de santé, évidemment, est une question très complexe. Elle est en évolution permanente, tant au niveau des besoins que de l'offre. On sait bien qu'en Belgique, on a quand même un système de santé basé plus sur l'offre que sur les besoins. C'est en train de changer, c'est en train de bouger, on est en train de plus en plus de faire attention aux besoins et à l'analyse des besoins, mais historiquement, on a quand même un système basé sur l'offre. On a aussi une offre assez particulière par rapport à d'autres pays, c'est-à-dire une offre qui est majoritairement privée, privée ou paraprivée ou parapublique, avec une offre publique qui est assez limitée en termes de soins de santé. La plupart des prestataires sont des indépendants, la plupart des hôpitaux sont des hôpitaux privés, semi-privés, pas purement commerciaux, mais en tout cas privés. Et donc ça, c'est le système belge aussi, c'est que l'État régule certaines choses, mais en pratique, les opérateurs de santé sont des opérateurs qui ne sont pas des opérateurs publics de l'État, en tout cas organisés de façon étatique, comme dans les systèmes anglais ou d'autres. C'est évidemment toute l'histoire du modèle Beveridge, du modèle Bismarck, et donc forcément, ça inclut aussi des caractéristiques un peu spécifiques qu'il faut analyser. Et on voit que centralisation dépendent aussi des modèles éventuellement Beveridge ou Bismarck, avec des modèles Beveridge qui sont généralement plus centralisés, en tout cas dans l'organisation, dans le pouvoir et dans la décision, et des fois décentralisés dans l'exécution, alors que les modèles Bismarck ont quand même une tendance à être plus régionalisables, plus territoriaux. Généralement, on voit l'Allemagne avec un nombre de caisses de soins de santé qui sont... Il n'y a pas un INAMI en Allemagne, il y a évidemment plusieurs caisses qui gèrent différentes choses. Mais dans tous les pays, on voit effectivement cette évolution entre politique centrale, politique décentrale et une forme de décentralisation. Voilà, donc ça, ici je reprends la problématique de la gestion territoriale, mais je pense que je l'ai déjà développée. 40 minutes. Voilà. Je suis déjà à 40 minutes, c'est ça que vous me dites. Ok. Ok. Alors ici, c'est un rapport de l'OCDE que je vous conseille de lire. Vous l'aurez dans les slides, on vous les enverra. Il y a des 10 principes directeurs pour réussir la décentralisation. Donc, l'OCDE ne dit pas qu'elle est contre la décentralisation, et l'INAMI ou l'État fédéral ne dit pas non plus qu'il est contre la décentralisation, mais il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire une décentralisation et pourquoi on l'a fait, et quels sont les avantages, désavantages, quelles sont les limites. Donc effectivement, si vous ne trouverez personne qui peut vous dire on ne peut pas défédéraliser la sécurité sociale, parce qu'il y a des pays dans lesquels ça fonctionne très bien, et effectivement, c'est les régions ou les entités plus petites que le fédéral qui dirigent, y compris la sécurité sociale. Voilà. Donc ce qui est possible dans d'autres pays, pourquoi ce ne serait pas possible en Belgique? Évidemment, ce qui est difficile, c'est la taille du pays en Belgique par rapport à d'autres pays dans lesquels la Belgique entrerait
dans un seul département, dans un seul Länder. Mais donc, objectivement, on n'a pas d'éléments qui permettent de dire, à part des éléments plus rationnels, qui permettent de dire ça doit être absolument central, ça doit être absolument décentral. Si c'est décentral, c'est pas bon. Si c'est central, c'est pas bon. Voilà. Tous les modèles existent. Et donc l'OCDE s'est penché sur comment est-ce qu'on pouvait réussir cette décentralisation, quelle que soit la forme de la décentralisation. Donc assez intéressant de voir, si on essayait de faire cette septième réforme de l'État, comment est-ce qu'on pourrait répondre à ces 10 principes directeurs. Même chose ici, c'est un article, aussi une revue de l'OCDE qui parle du fédéralisme et de la décentralisation, avec de nouveau toute une série d'analyses assez intéressantes et de recommandations. Et ici, vous voyez le degré des dépenses de santé qui sont au niveau subnational par rapport au niveau national. Et donc on voit qu'il y a des pays dans lesquels presque toutes les dépenses sont décentralisées. Et par contre, d'autres pays dans lesquels c'est le central qui garde la majorité des dépenses. Et on voit la Belgique qui a bien évolué entre 1998, avec le petit point bleu au milieu, et 2016, c'est la réforme de l'État qui est arrivée, évidemment, mais on garde quand même une part de dépenses subnationales qui sont quand même assez faibles, encore assez faibles par rapport au total des dépenses de santé. Mais ça progresse. Et là, c'est la répartition des responsabilités entre les pays. Là, effectivement, la Belgique a augmenté sa part de responsabilité qui est décentralisée. Ici, quelques éléments pour tordre le cou à des canards qui ne volent plus depuis longtemps. C'est la répartition des montants. Ici, maintenant, vous l'avez de façon globale, donc ça, c'est des dépenses. Ce qui est plus intéressant, c'est ici, c'est de voir l'évolution des dépenses. Et on voit bien qu'entre Flandre et Wallonie, il n'y a pas tellement de grandes différences, hein, à 30 € près, on est la même chose. Par contre, Bruxelles, effectivement, est toujours en sous-consommation. Donc là, il y a différentes choses qui peuvent l'expliquer, la population plus jeune, mais aussi le moindre recours aux soins de santé. Et donc je trouve que ça, c'est plus important que de voir les 30 € de différence entre la Wallonie et la Flandre, de façon non standardisée, donc simplement brutes, hein, c'est les dépenses brutes qui ne sont pas standardisées en fonction de l'âge, des pathologies, etc. De nouveau, si on met ça en indice, on voit qu'il y a quelques différences, mais ce n'est pas non plus de quoi absolument revendiquer un transfert des compétences, parce que la Wallonie, comme toujours, dépense trop, mal, etc. Finalement, quand on standardise l'ensemble des dépenses, la Flandre dépense plus que la Wallonie en fonction de l'état de santé moyen de sa population. Et on voit que les différences sont plus grandes finalement entre les provinces qu'entre les différentes régions. Et donc le Hainaut dépense presque autant que le Limbourg qui dépense encore un peu plus, et encore un peu moins que la West-Flandre. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir des régions et des communautés, on a plutôt à voir effectivement quels sont les besoins de santé, et globalement on se dit qu'il n'y a pas de grande différence, et donc ce n'est pas en tout cas le moteur de la réforme de l'État dans les termes au niveau des santé. J'ai complété par quelques slides sur évidemment l'assurance sociale, je terminerai par là pour ne pas prendre plus de temps. C'est, en tout cas selon moi, si on prend la sécurité sociale, il y a deux éléments là. D'un côté, le financement selon la capacité, la part contributive, donc la capacité contributive individuelle. Et de l'autre côté, il y a la prestation selon les besoins, c'est-à-dire la couverture selon les besoins, de nouveau individuels. Et donc la sécurité sociale, pour moi, c'est une solidarité individuelle entre des individus, interpersonnels, et ce n'est pas du tout une sécurité sociale qui est régionale, communautarisée, fédérale ou autre. C'est même pas une sécurité sociale nationale organisée par l'État, c'est une sécurité sociale basée sur un accord entre les employeurs et les travailleurs pour financer leur protection sociale individuelle par rapport à des risques sociaux. Et donc, pour moi, très clairement, non seulement il faut arrêter de parler de transfert nord-sud, sud-nord, est-ouest, peu importe, puisque ce n'est que des transferts de personne à personne. Et on le voit très bien dans toutes les statistiques. Quelqu'un dans le Brabant wallon finance autant le pauvre flamand du Limbourg que la province d'Anvers finance le Luxembourg ou autrement. Donc, moi, je dis clairement, les soins de santé, en tout cas le modèle assurantiel des soins de santé, est un modèle individuel, de solidarité individuelle, et donc on ne peut pas arriver,
tout à fait possible de le croire que c'est possible. Mais en tout cas, moi je trouve qu'on ne peut pas découpler les deux morceaux, c'est-à-dire de dire on va garder le financement au niveau fédéral, la Flandre accepte que son PIB profite aux autres régions moins riches, mais on va par contre faire des dotations. Donc on va dire, on va faire une dotation, vous avez vu les montants répartis, on va donner ces dotations à chaque région, et chaque région va gérer son système avec ses prestations, etc. Et s'il lui manque de l'argent à la fin de l'année, il se débrouille, s'il en a trop, tant mieux pour lui. C'est clair qu'à partir du moment où on dit qu'on veut garder une couverture et une solidarité interpersonnelle, il faut la garder et sur le financement et sur les dépenses. Surtout qu'on voit bien qu'il n'y a pas de grande différence financière entre les régions à ce niveau-là, ce qui n'empêche pas, tout en gardant ce système de façon individuelle, complet, solidaire au niveau fédéral, d'avoir des déclinaisons de prestations, d'avoir des déclinaisons d'objectifs de santé qui sont plus proches des politiques de santé locales, régionales, etc. Mais tout ça peut se faire à l'intérieur de la sécurité sociale et du système fédéral. C'est en tout cas ce que je propose, ce que n'est pas proposé par d'autres pour l'instant. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour laisser la parole au public. Merci beaucoup. Voilà, alors y a-t-il des questions dans le public? Oui, je vois des réactions, des commentaires, des remarques, je vois une main. Oui. Question concrète au niveau de la 6e réforme, est-ce qu'il y a des accords concrets au niveau des abus dans le secteur socialisé, comme par exemple les soins d'infirmiers domicile, les maisons de repos, ou par exemple en communauté germanophone, comme il n'y a plus aucune, initialement il n'y avait plus d'informations en termes de prestations qui étaient retransférées vers le fédéral. Par exemple, toute la population d'une maison de repos pourrait recevoir la visite d'une infirmière à domicile qui attesterait des forfaits aussi. Est-ce qu'il y a des accords concrets à ce niveau-là? Ou par exemple, des kinés dans des maisons de repos mixtes a été dans le forfait pour les forfaits MRS et n'était pas dans le forfait pour les maisons de repos. Mais ça fait partie des 141 pages de problèmes et de points à résoudre. Donc ça n'a pas été prévu, effectivement. Donc ça c'est vraiment le problème quand on dit d'un côté les maisons de repos avec leur forfait qui comprennent ou pas le kiné dans certains cas, etc., sont défédéralisés, et que de l'autre côté on a des résidents qui peuvent avoir des soins kinés à côté à la prestation, et qu'on n'a plus d'échange de données entre le fédéral, puisque dans certaines régions les mutuelles ne sont pas les bienvenues, et donc on leur demande clairement de ne plus s'occuper des soins de santé et on réinvente des mutuelles sous un autre nom. Voilà, ça c'est un peu de nouveau le tour de passe-passe de certains. Mais donc dès qu'on fait ça et qu'on ne met pas les choses en place, effectivement, on arrive à des problèmes. Alors certains vont dire c'est parce que c'est pas assez homogène, justement, si toute la santé est d'un seul côté, alors le problème est résolu. Donc ce qu'on doit évidemment faire, c'est des accords clairs qui disent, un peu comme tu l'as proposé tantôt, Benoît, en disant au niveau fédéral, on devrait au moins garantir que l'échange d'informations, l'échange de données, le contrôle puisse se faire de façon croisée. Heureusement que dans une série de régions, on a gardé via des mutualités le même système et que donc on peut essayer de rassembler dans des flux différents, mais quand même des flux qui marchent de la même façon, les informations, et qu'on puisse contrôler qu'effectivement on n'a pas facturé de la kiné à des patients qui ont des forfaits dans lesquels la kiné est prévue. Sauf si la région décide de dire demain, le forfait dans ma région, il ne comprend plus la kiné. À ce moment-là, effectivement, on renvoie sur le fédéral des dépenses qui étaient prises en charge par les régions. Donc ça, c'est aussi le problème fondamental de l'incohérence. Mais le danger de l'incohérence, c'est de se dire, la seule façon de résoudre l'incohérence, c'est de tout mettre d'un côté. Et ça, je pense que c'est plus dangereux encore, surtout si on le fait de façon avec la sécurité sociale. Donc ça, je ne vois pas comment on peut tout mettre d'un côté et garder quand même un contrôle du système. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas ça, pour l'instant, si je prends les maisons de repos, ben, la région, elle a tout intérêt à ce que les gens de maisons de repos n'y soient pas, comme ça ne lui coûte pas grand-chose.
qu'elles soient à l'hôpital, puisque ça coûte au fédéral. Le fédéral a tout intérêt à vider l'hôpital pour les mettre dans les maisons de repos, puisque ça coûte aux régions. Voilà, donc, problème d'homogénéité qu'on entend beaucoup du côté néerlandophone. Oui, moi je me souviens, pendant la guerre 40-45, on parlait aussi d'homogénéité. Hein. On voit ce que ça a donné. Oui. Il sort sa pitante. Non, allez-y. Mais une réaction, trois réactions. La première par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que quelque part les réformes de l'État, les transferts de compétences, et ça sera ma première phrase cet après-midi, certains les ont voulu, les autres les ont subis. Bon. Sachant que de mon côté, je dois être un peu schizophrène parce que je vis à Bruxelles et je suis wallon. Et je suis membre de direction d'une fédération flamande. Donc, ça me permet d'avoir les joies de la schizophrénie politique par moment. Mais je dirais ce que je pense maintenant et cet après-midi. Maintenant, la première chose, c'est vrai qu'il y a quelque part une espèce de boule de flipper qui va de compétence en compétence, que la question de la facturation, en effet, d'infirmiers, elle peut être réglée et contrôlée par les mutuelles. Se pose la même question par rapport aux hospitalisations, où il ne peut pas avoir de double facturation au niveau de la maison de repos pour le forfait soins et la facturation quand la personne était hospitalisée. Mais là, on a hérité des conventions INAMI qu'on a sagement reprises et reportées. Évidemment, là, le filtre est d'une mutuelle pour éviter la double facturation est un filtre efficace et qui doit rester. Deuxième point, quand vous avez parlé, M. Collin, de l'article sur l'assurance maladie invalidité, j'étais quand même fort interpellé. Fort interpellé parce que, bon, ces transferts de compétences, ces coupes dans la sécurité sociale, on en a vécu beaucoup. J'espère que les suivantes n'arriveront pas trop vite et de manière trop stupide ou pas assez préparée. Mais c'est vrai qu'il convient, il y a un point essentiel qui doit être maintenu à mes yeux, c'est la garantie des soins de santé pour les patients, pour les bénéficiaires. Quand vous dites assurance maladie invalidité, il y a le mot assurance. Il y a, sauf erreur de ma part, on parle de bénéficiaires. Dans les mécaniques de financement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais par exemple en maison de repos, il y a un forfait qui est assuré aux bénéficiaires, bénéficiaire sous-entendu assurance maladie invalidité. Il est payé à l'établissement qui s'en sert pour payer son personnel et différentes charges, mais il appartient en fait et en droit aux bénéficiaires. À preuve le fait que normalement, il ne peut pas être saisi. Est-ce que dans ce contexte-là, le transfert de compétences amoindrit ou fragilise les droits, par exemple, d'un bénéficiaire en maison de repos, si cette maison de repos est en difficulté financière et qu'un huissier vient, est-ce qu'on peut saisir ces sommes? Dernier point très rapide, pour parler de compétences un peu entremêlées, une anecdote qui est arrivée ce week-end. Vous savez tous qu'on a introduit le Covid Safe Ticket à Bruxelles, dans les maisons de repos comme dans les hôpitaux d'ailleurs, qu'on va l'introduire en Wallonie bientôt, mais qu'en Flandre, ça n'est pas le cas, et qu'on prévoira un régime optionnel pour les maisons de repos flamandes. Il y a une maison de repos, il y a des maisons de repos purement flamandes à Bruxelles qui éprouvent d'ailleurs également beaucoup de problèmes à trouver du personnel qui parle néerlandais. Donc ça permet de répondre à certains dont je vois les drapeaux depuis mon bureau, jaune et noir. J'ai une maison de repos, membre chez moi, purement flamande, bruxellois, qui a introduit l'application du Covid Safe Ticket suite à une décision de l'administration flamande qui dit en fait l'ordonnance bruxelloise est assimilable à un arrêté de police. Donc il est applicable territorialement, alors que cette ordonnance applique un accord de coopération et vise les articles que vous avez visés au début de votre exposé, qui font qu'en droit, pour moi, le Covid Safe Ticket n'était pas applicable. Moyennant quoi, il y a une famille qui n'est pas présente au Covid Safe Ticket, qui a cassé 2 portes, il a fallu appeler la police. Voilà un peu le champ institutionnel dans lequel on vit, mais cette question fondamentale du maintien des droits des personnes aux interventions de soins de santé, elle est pour moi fondamentale dans le cadre des transferts de compétences, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, sachant qu'il y a ce fameux article 23 aussi de la Constitution sur le standing.
Mais donc, c'est clair, je l'ai développé à d'autres endroits et à d'autres moments, le cœur de l'assurance maladie, c'est l'assuré. Et l'assuré, c'est celui qui paye ses cotisations, donc c'est le travailleur, les employeurs, et c'est aussi l'assuré qui est patient dans les cas des soins de santé. Donc, je rappelle toujours, et je le rappelle maintenant à l'INAMI, depuis que j'y suis, que le cœur du système, c'est l'assuré. Notre public cible, beaucoup pensent que le public cible de l'INAMI, c'est les prestataires de soins, parce qu'on concerte avec les prestataires de soins, ou que c'est les organismes assureurs qui sont partenaires de gestion, ou que c'est les patrons et les employeurs. Non, notre cœur de métier, c'est l'assuré social. Et donc là, effectivement, si on sort de la sécurité sociale, en tout cas si on sort du système de solidarité, on ne peut rien garantir. On peut évidemment créer la social bescherming ou la protection sociale ou à l'homme. On sait qu'en termes secs, c'est considéré comme la sécurité sociale, ça peut entrer dedans, donc ça, il faut voir comment ça marche. Mais c'est clair que, pour moi, le fondament, enfin, la base du débat, si on veut régionaliser ou défédéraliser une partie des compétences de la sécurité sociale, c'est de voir quels sont les droits qui vont être transférés avec, quels sont les droits des assurés, est-ce que les assurés vont rester des assurés sur le plan légal, et quel type de politique on veut mener par rapport à ces assurés. On l'a vu dans les allocations familiales, est-ce qu'on va privilégier la classe moyenne, ou est-ce qu'on va privilégier les publics les plus précarisés? Est-ce qu'on va faire le système à l'américaine avec les super pauvres sont couverts, les super riches le sont aussi par eux-mêmes, et ceux au milieu, ben, on voit ce qu'ils viennent. Donc là, il y a des choix de société et des choix politiques. Et donc, on doit se poser la question politique des objectifs de santé, pour quel public, et comment faire cohabiter une solidarité, pour moi, en tout cas fédérale, qui doit rester fédérale, et une couverture sociale qui doit rester fédérale, avec le fait de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de certains endroits ou de certains publics cibles dans certains endroits. Donc pour moi, il ne faut pas opposer le côté territorial et le côté social, mais il faut le rendre compatible avec la vision. Le but, c'est la meilleure santé possible, accessible pour la plus grande partie de la population, y compris pour les publics les plus fragilisés. On a vu avec le Covid que c'est vraiment ces publics-là qui ont subi de plein fouet, y compris pour les soins de santé, les problématiques du Covid. Voilà. Oui. Je vais revenir de manière plus pragmatique aux dotations et aux clés, hein, parce que tout à l'heure on parlait beaucoup de ça. La 6e réforme de l'État est assez emblématique qu'on peut se tromper, hein, parce que dans la 6e réforme, on pouvait se tromper sur les dépenses fiscales, on pouvait se tromper sur l'autonomie fiscale, il est prévu qu'on corrige le tir. Sur la dotation investissement hospitalier, on s'est trompé, mais on savait, puisque je peux encore le montrer, j'ai le mail du SPF et de vos collègues qui disait on ne peut pas garantir le montant qu'on va inscrire en 2015 parce qu'il est impossible de le calculer. Mais le politique a voulu absolument inscrire un montant parce qu'il est impossible de ne pas discuter de ce transfert des investissements hospitaliers. Et c'est avéré, ce chiffre, sur les charges du passé, était relativement faux, pour dire très très faux. Et là, on a finalement appliqué une dotation négative. Donc, il y a des avis constitutionnalistes d'ailleurs qui disent que c'est assez curieux parce que la loi ne prévoit pas cette dotation, le concept même de dotation négative. Ça entraîne des conséquences sur le mécanisme de transition qui, a priori, ne fonctionne pas, qui pourrait fonctionner à l'envers. Et j'ai toujours été assez surpris que le débat s'est très très vite disparu. Alors, c'est vrai qu'en sec, comme c'est de l'investissement, c'est pas très grave sur le reporting en gouvernance budgétaire. Par contre, en caisse, ça a quand même des conséquences. Donc là, je voudrais un peu avoir ton avis. Parce que là, je reste un peu surpris qu'il y a eu un peu de tumulte politique pendant quelques mois et puis on n'en discute même plus. Et puis il faut savoir aussi qu'en termes de finances publiques, la dette des hôpitaux qui a été transférée n'a toujours pas été répartie entre les entités fédérales. Donc il reste une espèce d'épée de Damoclès sur la tête des communautés et des régions, sur cette dette de 6 milliards, qui est dans une ligne interfédérale dans la répartition de la dette belge, et qui un jour, ils devraient se mettre d'accord sur une clé de répartition sur laquelle personne n'est encore jamais tombé d'accord. Donc, comme quoi c'est extrêmement complexe d'aller définir le montant qu'on transfère, et puis après de reconnaître qu'on peut se tromper. Oui, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de cette partie-là de la dette.
Mais effectivement, je sais qu'on a eu pas mal de discussions à un moment quand on s'est rendu compte que les comptes étaient faux, mais ça avait été plus ou moins annoncé qu'ils seraient faux. Mais bon, voilà, dans la discussion, on a dit qu'il faut absolument mettre un montant en bas de la ligne et surtout montrer que c'est un montant important. Et puis on va le stabiliser comme ça. Et donc, c'est vrai qu'assez rapidement, les discussions de tous les côtés, hein, du côté wallon comme du côté flamand, il n'y a personne qui a revendiqué de dire c'est pas normal, finalement vous êtes trompé, donc vous devez compléter et récupérer vos erreurs, quoi. Mais c'est un peu ce que dit aussi le SPF Santé publique, c'est que, allez, pour faire ses calculs, il avait du personnel, ce personnel a été transféré, donc il a plus de personnel, donc il doit toujours continuer à payer les dettes du passé, en partie, mais il n'a plus personne pour les calculer. Donc il y a un moment, on s'est dit, bon, on laisse pisser, on laisse traîner ça, et on verra dans le cadre d'une prochaine réforme comment est-ce qu'on va revoir, si on peut aussi revoir la loi spéciale sur les dotations, donc la loi de financement, parce que là aussi, il y a pas mal à dire, hein. On pourrait faire un exposé rien que sur la loi spéciale de financement, qui est aussi le nerf de la guerre, hein. Tous les systèmes, effectivement, sont basés sur des clés de population, des clés de plus de 80 ans. Voilà, de nouveau, l'état de santé, les problématiques de santé particulières. Qu'est-ce qui coûte plus cher à la santé? Est-ce que c'est quelqu'un de plus de 80 ans ou bien quelqu'un qui est précarisé, dont on sait des dépenses de santé, etc. Donc, toutes ces clés-là qui existent pour les organismes assureurs, on pourrait effectivement les transférer dans les dotations et ça changerait fondamentalement la répartition que certains ont négocié. Moi, ça m'étonne toujours quand j'entends Elio Di Rupo qui dit qu'il faut absolument revoir cette loi de financement. C'est quand même lui qui l'a négocié et c'est lui qui l'a signé, hein. Bon, voilà. Je sais bien qu'il y en a d'autres qui étaient à côté de lui pour le conseiller, mais voilà, c'était pas facile. Mais donc ça reste évidemment aussi la base, hein. Quand on voit dans toutes les réformes de l'État, indépendamment des compétences, le financement et la façon dont le financement évolue, c'est clair que ça responsabilise à mort les régions les plus précarisées. Mais donc la conclusion aujourd'hui, c'est quand même que les communes, enfin, certaines entités fédérées ont dû aller puiser dans leurs ressources propres. Tout à fait. Pour faire une politique hospitalière, puisque les charges du passé sont plus importantes qu'elles étaient prévues. Oui, mais de toute façon, c'est le principe aussi des régionalisations ou communautarisations, c'est qu'à partir du moment où on fait sa politique, on peut, comme je l'ai dit tantôt, rajouter de l'argent quand on est riche et qu'on en a les moyens, ou aller gratter, voilà. Et donc, ça c'est le principe de base de cette autonomie, voilà. Mais évidemment, toujours les régions les plus pauvres payent le prix, et les populations les plus pauvres des régions les plus pauvres payent 2 fois le prix. Et donc là, effectivement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut mettre dans le Coméval que ça devrait être homogène, cohérent, subsidiaire, mais en même temps garder la solidarité interpersonnelle. Je ne comprends pas comment Dirk de Wolf vient expliquer au Parlement qu'il va garder la solidarité interpersonnelle en faisant des enveloppes que chaque région va gérer en fonction de ses prestations qu'elle va inventer, avec un prix différent à Arlon et un prix différent à Zaventem. Voilà. Et avec une protection sociale qui n'est pas garantie, mais il n'a pas répondu, hein. C'est le modèle qui est sur la table, qui est approuvé par le CNV, validé par le Vlaams-Belang, validé par la NVA. Donc c'est, je suppose, le modèle qui va être déposé sur la table. Ils sont en train d'en discuter. Le VLD a quelques réminiscences fédéralisatrices. Mais bon, voilà. Le modèle est déjà écrit, hein. Donc le modèle des soins de santé, il est déjà écrit. C'est une dotation claire des prestations par région, avec une responsabilisation de chaque région. Merci. Encore une question? J'ai 2 questions justement sur la question sur les dotations. Donc, vous dites qu'on doit garder une solidarité interpersonnelle sur le financement, sur le financement et sur les dépenses. Donc, vous vous opposez à un système de dotation et vous dites ça n'empêche pas une certaine autonomie de choix politique. J'aimerais ça. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples concrets de compétences qui, du coup, doivent rester centrales et de compétences qui pourraient être décentralisées pour respecter ce que vous proposez? Et alors, j'avais une deuxième question. Vous avez parlé du financement dual dans les hôpitaux avec le VMF et le système par prestation. Et
Vous dites, voilà, on ne va pas pouvoir décentraliser l'un sans l'autre. Enfin, est-ce que vous pourriez aussi donner des exemples un peu concrets pour comprendre bien le style? Oui, mais donc, allez, techniquement ou politiquement, de façon pratique, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Donc il y a autant de pays, je peux vous montrer des pays dans lesquels la sécurité sociale est complètement décentralisée, relativement décentralisée. À la Suisse, une série de choses où les règles sont par canton et autres. Donc voilà, donc je peux pas dire, même si ça me ferait plaisir, il faut absolument garder la sécurité sociale au niveau fédéral. Parce qu'il y a des pays où ce n'est pas le cas, et c'est pas pour autant que ça marche pas bien ou que c'est pas bon. Donc en termes d'efficacité, les deux modèles, ce qui est plus important pour moi, c'est la volonté politique et ce qu'on veut faire de cette politique. Si je me disais on partage tous les objectifs, j'aurais pas de crainte qu'on répartisse et qu'alors on garde des solidarités interrégions à ce moment-là pour équilibrer éventuellement les besoins de santé plus importants à certains endroits, ou alors si on fait des dotations sur base de clés qui tiennent compte des besoins de santé, et pas des clés qui tiennent compte uniquement de l'âge ou de la population. Ben forcément, quand on est 6 millions et qu'on dit je prends 60%, ben forcément c'est 60%, même si je suis moins malade et que j'en ai moins besoin. Donc ça, donc je veux dire, allez, sur le plan pratique, constitutionnel, on ne peut pas dire qu'une solution est impossible ou pas. Toutes les solutions sont possibles, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Moi, si je plaide effectivement de garder la sécurité sociale unique à la fois dans les dépenses et dans le financement, et que ça n'empêche pas d'avoir des objectifs qui seraient discutés avec les régions. Donc c'est prévu dans la déclaration gouvernementale, il est prévu qu'on puisse intégrer les régions, les communautés, les entités fédérées, au moins avec un rôle consultatif dans les organes de l'INAMI. Ça existe déjà pour l'ONEM. À l'ONEM, les régions, les communautés sont autour de la table pour discuter, et c'est normal, puisqu'elles ont des compétences claires. Et donc on pourrait très bien imaginer, sans changer les compétences, donc en gardant la sécurité sociale unique, que les régions puissent venir discuter à l'INAMI des objectifs de santé particuliers, des problèmes de santé particuliers de leur région, et comment, avec des prestations uniques en Belgique, on pourrait répondre à ces besoins spécifiques dans les régions, dans les communautés, sous-locales, etc. Comme on pourrait aussi dire, voilà, moi en tant que Flandre, je trouve que la santé mentale est une priorité pour moi. Hein. La Flandre a décidé de diminuer le taux de suicide. Si on se dit, dans les objectifs de santé, il faut diminuer telle et telle chose, et que la Flandre dit, moi je vais mettre le focus sur le taux de suicide des jeunes, voilà. Donc je demande un transfert, ou en tout cas un appui sur les politiques de santé mentale. On peut en discuter, on peut voir comment on peut compléter les compétences qui existent déjà dans chaque région avec des politiques fédérales qui restent uniques, mais qui sont appropriées, qui répondent à des besoins spécifiques. On peut aussi faire des conventions asymétriques, c'est déjà prévu dans certains cas. Donc on peut aussi faire des accords et des conventions dans lesquels on permet aux régions de mener des politiques et de pouvoir exécuter des politiques financées par le fédéral de façon asymétrique. On l'a fait dans le cadre des vaccins, des vaccinations, on l'a fait dans d'autres cas. Donc il y a différents instruments qui permettent, sans détricoter, sans dire il faut absolument enlever les compétences à l'INAMI, mais en intégrant de plus en plus sur un plan fédéral, que ce soit l'Institut de l'Avenir, que ce soit l'INAMI, peu importe le lieu, mais un lieu où on discute des objectifs communs et de la façon de décliner les politiques de façon différente. L'hôpital, de nouveau, on pourrait se dire toutes les exceptions qui sont dans la Constitution actuelle, enfin dans la loi spéciale, on les supprime parce que finalement, il n'y a pas tellement de logique de se dire l'hôpital pourrait très bien être géré par les régions. Le problème, c'est qu'en termes de financement, effectivement, comme la plupart de son financement vient du fédéral et de la sécurité sociale, comment est-ce qu'on peut dire je vais mettre le BMF, je vais mettre la programmation au niveau des régions, ce qui a peut-être du sens en termes d'organisation, parce que c'est clair que l'hôpital, il est dans un tissu de vie, dans un lieu de vie, dans une communauté déterminée, et donc on pourrait faire que les compétences d'installation, de gestion des réseaux soient vraiment au niveau des entités fédérées, mais au niveau du financement, si on commence à découper, alors qu'on sait bien que dans tous les pays du monde, le financement hospitalier devient de plus en plus lié aux pathologies plutôt qu'à la structure. Les pathologies, c'est forcément des prestations, et les prestations, c'est forcément la sécurité sociale, donc on revient au même système.
Donc la seule solution pour que ce soit cohérent, c'est de dire à ce moment-là, il faut que les prestations deviennent aussi défédéralisées. Donc là, c'est pour ça que moi, en tout cas, je plaide, le système hospitalier, en tout cas aigu, je pense qu'il est suffisamment important et suffisamment complexe et suffisamment dans un pays de la taille de la Belgique pour qu'il reste géré au niveau fédéral. On l'a vu dans la crise Covid, si le fédéral n'avait pas imposé les fermetures d'hôpitaux, les limitations de lits et compagnie, si chaque région et chaque sous-communauté avait dû le régler de son côté, ça aurait été encore plus de bordel que ça n'a été. Bon exemple, le Covid, je pense que c'est un bon exemple. On a vu aussi que la coopération a finalement bien marché. Au début, les premières réunions, ce n'était pas évident. À la fin, les réunions de la CIM fonctionnaient relativement bien. Et la coopération entre les communautés et les régions sur les objectifs ont été relativement bien fonctionnels. Donc c'est peut-être aussi une capacité de maturité des outils qui existent. Mais voilà, donc, de nouveau, je ne peux pas dire c'est blanc et noir sur le plan. Il y a vraiment des choix politiques, des choix de coopération, des visions de se dire est-ce qu'on a encore envie de faire des choses ensemble? Si c'est la réponse du Blas Belang ou de la NVA qui dit c'est l'indépendance de la Flandre, alors ok, alors faisons-le aussi pour les pensions, faisons-le aussi pour l'ensemble. Et à ce moment-là, je ne vois plus l'intérêt de l'État belge. Moi, je ne suis pas nationaliste. Si on quitte la Belgique, ça ne me pose aucun problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on assure la santé, la sécurité des personnes, qu'elles soient dans l'État belge, qu'elles soient dans l'État flamand, qu'elles soient dans l'État wallon, ou qu'elles restent au niveau fédéral. Merci beaucoup. Oui, peut-être juste tout. Ok. Très technique. Comme j'ai entendu, vous étiez aussi professeur à l'école de santé publique ou à la faculté de médecine. Je veux savoir comment vous situez le problème des quotas inamiques dans votre problématique. Parce que vous avez expliqué l'aspect politique de santé régionale ou pas, et comment vous vous situez par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez son réflexion? Moi, je pense que j'ai déjà dit clairement, je suis contre les quotas. Donc, numerus clausus et quotas, c'est quelque chose qui ne me parle pas beaucoup, qui ne m'a jamais beaucoup parlé. Voilà, maintenant, c'est des décisions qui ne sont pas dynamiques. Donc, on parle toujours des numéros inami, mais l'inami n'a rien à dire ou pas grand-chose à dire dans ces quotas. C'est défini par d'autres commissions. Et maintenant, sur le plan constitutionnel, il y a des partages, des possibilités. Voilà. Mais sur le fond, moi, je ne vois pas ce que ça a apporté en mieux en termes de santé publique.